Je suis psychologue, psychothérapeute, et j'ai fait mes études quand j'étais éducateur spécialisé. Donc, quand on vit dans le concret, j'ai vu la grande faille entre aider des jeunes, par exemple, dans des foyers d'action éducative, et puis apprendre ce que c'était que la délinquance à l'université. Là, j'ai compris qu'il y avait quelque chose à remettre en cause. J'ai été pas très pro-psychanalyste très tôt dans ma pratique, ce qui fait que j'ai été pas mal exclu. Donc, il a fallu que j'aille aux États-Unis refaire des formations. Et puis là-bas, ils m'ont dit, écoute, si tu n'aimes pas en France, t'as qu'à créer ton cabinet et puis tu verras bien si ça marche ou pas. Donc, au lieu d'attendre un poste que je n'aurais jamais de psychologue traditionnel dans les institutions, j'ai créé ce qu'on appelle l'Institut français de thérapie cognitive, qui était en affiliation avec l'Institut Albert Ellis de New York. Albert Ellis, qui était lui-même psychanalyste dissident, qui a été mon superviseur pendant des années. Donc voilà. Et puis après, de fil en aiguille, mon hypothèse qui était de travailler avec des délinquants et très vite, je m'étais dit, tiens, c'est drôle, il y a un rapport entre, dans mes premières consultations, entre ce que j'avais connu chez les délinquants et certains enfants qui étaient difficiles. Je faisais un peu le pont. Alors, ça a été critiqué quand c'était, par exemple, un mémoire de maîtrise. Vous avez déjà fait cette hypothèse-là. Est-ce qu'il n'y a pas un rapport entre la délinquance juvénile, par exemple, et puis certains enfants qui ont des carences éducatives? Là, tout de suite, c'était absolument pas. L'hypothèse, c'est la carence affective. C'était l'hypothèse première de la psychanalyse. Donc, j'ai toujours poursuivi dans ce sens-là. J'ai eu beaucoup plus de consultations. Et là, j'ai commencé à écrire des livres sur l'éducation, surtout sur l'enfant tyran, l'enfant roi. Alors, pareil, levé de bouclier. Non, un enfant ne peut pas être tyrannique. S'il est méchant, s'il est offensif, c'est qu'il est forcément carencé, maltraité. Et puis ensuite, j'ai initié le livre noir de la psychanalyse. Alors là, ça m'a valu 10 à 15 ans de censure. Alors j'étais en expansion avec mon histoire d'enfant roi quand même. J'étais assez reçu dans les médias et tout. Et là, l'erreur fatale, le livre noir. Donc dans ce cas-là, bah, j'étais forcément fasciste, réac, antisémite. Et là, les portes se sont fermées. Et elles se rouvrent depuis une douzaine d'années avec de nouveaux livres, mais parce que les gens ont un peu oublié ça. Mais j'avais commis aussi un autre péché, c'est que j'avais critiqué Françoise Dolto. Donc en France, quand on critique Françoise Dolto, c'est pas bien. Donc voilà un peu le personnage, quoi. Troublemaker, comme disait Alice, mon coach. C'est vrai que je me complais un peu dans cette histoire un peu provoque, de pas avaler les choses comme tout le monde, mais c'est pas simplement de la rébellion bébête systématique, c'est est-ce qu'on peut contester les hypothèses dogmatiques qu'on nous met dans le crâne en psychologie et constamment. C'est ça mon propos. Vous savez, je cite toujours une citation que j'avais trouvée dans un bouquin d'André Gide à propos du bon sens. Et je trouvais ça formidable parce que Gide disait, le bon sens, c'est ne pas se laisser éblouir par une idée ou un sentiment, aussi fantastique puisse-t-il être, au risque de perdre de vue tout le reste. Le bon sens, c'est perdre de vue la réalité, à mon avis. Et dans l'obédience psychologique, on perd souvent le bon sens. Parce qu'on adhère à des choses toutes faites, à des packages, à des affirmations de grands auteurs, mais on perd de vue la réalité. Alors, je ne suis pas celui qui dit que tous les auteurs en psycho ont dit des conneries, que Freud a dit des bêtises, absolument pas. Mais est-ce qu'on peut confronter ces pensées-là à la réalité? Et si la réalité donne tort, est-ce qu'on peut les quitter? C'est uniquement ça mon propos. Je parle souvent de tolérance aux frustrations, on y reviendra, mais si effectivement ça devient dogmatique, qu'il faut que les enfants soient tous éduqués à l'effort, à la frustration, à accepter l'autorité et tout ça, si ça devient dogmatique et que ça ne marche pas sur certains enfants anxieux, distanciés et sensibles, ben, il faut virer l'hypothèse que j'aimais depuis 25 ans. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ça qui ne va pas dans mon métier. Il n'y a pas du tout un esprit scientifique en psychologie, en psychopathologie. C'est pas comme en médecine. C'est tout est permis. Et si vous êtes très abstrait, très intellectuel, très fort dans l'abscon, dans l'argumentation, ça passe. On est quand même le dernier pays que l'Argentine à adhérer aux idées de Lacan. Lacan, si on lit ses textes, mais peu de gens le lisent, non, c'est de la folie pure. Il y a eu quelques petites choses qui étaient intéressantes sur le miroir, sur le désir, il ne faut pas tout jeter. Mais grosso modo, tout ce qu'il a fait en tant que soignant, c'est contestable. Et tout ce qu'il a affirmé est contestable sur les maladies, l'anorexie, l'autisme, tout ce qu'on appelle maintenant des troubles
neurodéveloppementaux, etc. La psychologie, ce serait comme, je sais pas quoi, la sociologie, la philosophie. Ça regroupe globalement toutes les connaissances sur le psychisme humain, le développement de l'humain. Et normalement, dans la psychologie, vous devez avoir plusieurs obédiences, plusieurs hypothèses de travail. La psychanalyse, c'est une hypothèse dans la psychologie. Par exemple, moi, je fais partie de la psychologie cognitiviste, qui met plutôt l'accent sur la force du conscient, sur les pensées, des choses comme ça, qui vient plutôt les origines avec Jean Piaget, le psychologue suisse. La psychanalyse, bien sûr, c'est Freud, l'inconscient, etc. Mais il y a aussi la psychologie systémique, qui fait partie d'interaction, etc. Donc la psychanalyse est une sous-rubrique de ce qu'on appelle la psychologie, mais elle est dominante en France parce que dogmatique. Vous avez qu'à aller à la FNAC, vous verrez, en gros, il y a toujours 4 rayons de psychanalyse et il y a un rayon fourre-tout de psychologie, alors que la limite, ça devrait être l'inverse. 4 rayons de psychologie avec un rayon de psychanalyse, qui existe par exemple en Angleterre, en Allemagne, en Suisse, aux États-Unis, Canada, quoi, mais pas chez nous. L'état des lieux de l'éducation, il n'y a rien de nouveau pour moi, ça se dégrade de plus en plus. Ce que je voyais il y a 40 ans, c'était un petit peu l'exception. La plupart des enfants qui venaient voir un psychologue, à la demande des parents, c'était des enfants qui avaient des problèmes d'estime de soi, de confiance en soi, de dévalorisation. Des enfants justement qui avaient subi trop de, si on prend l'expression freudienne, trop de surmoi, que ce soit à l'école, en religion ou en parentalité, enfin des enfants qui est plutôt, disons, objets, assujettis, pas bien. Même si les parents voulaient que ça aille mieux, grosso modo, l'enfant était simplement une chose. Et puis petit à petit, j'ai vu des enfants qui venaient parce qu'il y a des comportements de transgression. Beaucoup d'opposition, beaucoup de désobéissance. Enfin, ça n'allait pas. Dès qu'il y avait des contraintes, que ce soit à l'école, des difficultés de socialisation avec les autres, des difficultés, bien sûr, au niveau de l'effort, des difficultés au niveau d'aider les autres à la maison, des difficultés au niveau de l'empathie. L'autre n'existe pas. Et c'est là que j'ai commencé à faire ce rapprochement avec ce que j'avais vu chez mes délinquants juvéniles. Un petit pourcentage avait été maltraité. Il y avait une délinquance de réponse qui était je me rebelle pour exister, j'ai trop souffert. Mais il y avait beaucoup de mes délinquants, et j'avais vu ça pas qu'en France, j'avais pas mal voyagé à l'étranger, États-Unis, Canada, où c'était, quand je regardais les dossiers, il n'y avait pas de maltraitance, il n'y avait pas de manque affectif, il y avait des enfants qui avaient reçu ce qu'il fallait au niveau des tactiles, câlins, d'être choyés, d'être reconnus et tout. Donc je me disais, il y a un hiatus, là. Comment ça se fait qu'ils passent à l'acte? Comment ça se fait qu'ils sont offensifs et ils devraient être heureux? L'hypothèse contraire de la psychologie classique qui nous disait que tout comportement agressif et offensif venait d'une carence affective. Donc, je regarde les enfants que j'accueille en consultation et je regarde bien leur histoire et je vois bien les parents. Et à chaque fois, non, je ne vois pas un père castrateur autoritariste, je ne vois pas une mère fusionnelle, je ne sais pas quoi, tyrannique ou autre. Non, je vois des parents qui me disent, bah, écoutez, on a tout fait pour qu'il aille bien. Et en fait, c'était souvent des parents qui avaient lu beaucoup de bouquins de vulgarisation de psycho de l'enfant, effectivement, depuis les années 70, des bouquins dolto ou post-doltoïsme, quoi. En gros, tout faire pour l'autonomie de l'enfant, le laisser choisir, une égalité quand même assez parfaite dans la famille. Si on se pose trop en verticalité adulte, ça va complètement diminuer, castrer l'enfant. Enfin, ils étaient pleins de ces théories-là et ils avaient laissé faire tout le côté. Par exemple, c'était typique, il y a une quarantaine d'années, les enfants appelaient leurs parents par leur prénom. Il y avait une volonté à tout prix qu'il n'y ait pas de hiérarchie dans la famille. Et ensuite, c'était développons la singularité de l'enfant. Ce qui nous intéresse, c'est surtout actualiser son potentiel, qui il est, créativité, sa façon d'être. Mais tout le versant, les autres existent, donc on ne peut pas faire ce qu'on veut. La réalité t'impose des choses, donc même si tu as envie de changer d'activité, des fois, il faut continuer. Tout ce qui était contrainte, effort, déplaisant, avait complètement disparu. Donc là, j'en ai fait l'hypothèse, est-ce qu'il n'y a pas une relation entre une sorte de carence éducative, cette fois-ci, et non pas qu'affective, qui crée des dysfonctionnements chez l'enfant? Attention, je n'ai pas dit que la carence éducative était unique. Si un enfant est carencé affectif, ça va bien. Mais on nous a vendu que c'était la seule hypothèse. Et moi, j'essaie de dire, ben oui, mais j'ai vu des enfants pas carencés affectifs
qu'elle n'est pas bien. Et c'est là que j'ai fait cette hypothèse de qu'est-ce qui manque. Mais vous savez, c'est toujours d'actualité cette histoire-là, parce que quand je fais des supervisions avec des collègues psy, ils sont toujours dans la théorie classique de ce qu'on appelle l'attachement. La théorie de l'attachement, c'était un psychanalyste qui s'appelait Bowlby, qui avait fait une enquête auprès de 32 enfants délinquants. Il en avait conclu qu'ils avaient tous été carencés, affectifs, maltraitance, absence de la mère, pas de câlin, etc. Et cette théorie-là, dite de l'attachement, elle a été reprise ensuite et toujours actuellement par Boris Cyrulnik, hein, qui est quand même le grand ponte en France, qui a écrit un bouquin l'an dernier qui s'appelait Les 40 voleurs en carence affective. On est passé de 32 à 40, c'est pas très grave. Mais tout le bouquin nous dit que si un enfant est opposé, transgresse, est en colère, tout ce qui est passage à l'acte négatif signe une profonde carence au niveau de son affection, de ce qu'il a engrangé en insécurité. Oui, certains enfants, oui, c'est ce que j'avais bien vu quand j'étais dans le foyer d'action éducative, mais beaucoup d'enfants, non. C'est ça la contradiction. Et j'ai eu la chance de rencontrer Cyrulnik il y a un an. C'était juste après la sortie de son bouquin. Et donc, moi, je disais que j'ai connu, ben, pas 40 voleurs, mais des centaines et des centaines pendant 10 ans. Et je lui ai expliqué que j'avais eu beaucoup de délinquants, mais qui n'avaient aucune carence affective, qui avaient eu ce qu'il fallait dans la petite enfance. Mais le point commun, c'est qu'il n'y avait jamais personne qui était devenu une médiation entre eux et la réalité. C'est-à-dire, ben, ils étaient très libres de faire ce qu'ils voulaient. Et selon le milieu, ben, dans les milieux favorisés, c'était délinquance en col blanc, ceux-là, on n'allait pas les revoir parce que un délinquant en col blanc ne va pas en prison, bien sûr. Hein. Il arnaque, il est marchand, mais c'est valorisé par la société. Mais tous les autres des milieux défavorisés ben, ont volé les bicyclettes à mon époque, les motocyclettes, les bagnoles, et on a agressé les personnes âgées pour 10 euros. Mais ça n'avait pas de rapport avec je manque d'amour. Donc à un moment donné, on s'est dit c'est plutôt amour et frustration peut-être la réponse. Pas d'amour, pathologie, mais pas de frustration, pathologie. Et actuellement, on continue. C'est pour ça que j'ai écrit récemment, il y a 2 ans, l'éducation bienveillante, ça suffit, parce que l'éducation bienveillante n'est pas une éducation positive à l'anglo-saxonne, comme on l'apprend. C'est une éducation Polk Dolto. Quand on lit bien les auteurs, c'est la même chose. Laissez l'enfant choisir, laissez l'enfant vivre son autonomie, n'influencez pas l'enfant, vous allez le castrer dans ses idées, et vous, parents, si vous n'êtes pas sur le divan, vous n'allez pas savoir comment éduquer un enfant parce que vous reproduisez forcément inconsciemment vos tares de jeunesse. Bref, tout est là pour dire l'éducation, c'est un pari impossible, comme disait Freud, donc laissez l'enfant tranquille, le problème est ailleurs. Donc, oui, bah, je continue à me battre là-dessus parce qu'ils vont pas mieux. Je vois de plus en plus d'enfants qui vont pas bien. Tous les collègues me disent, bah, c'est fini, hein, le grand préado déprimé, boutonneux, qui a du mal à vivre, qui fait des petites dépressions, des choses comme ça. Maintenant, c'est l'école, ça m'enquiquine, les parents, j'en ai rien à taper. J'ai envie de faire ce que je veux et j'ai envie que ma vie soit sympa, quoi. Voilà, je caricature, hein, ils ne sont pas tous comme ça. Mais ceux qui vont mal sont de plus en plus comme ça. Donc je me dis peut-être que l'hypothèse initiale n'est pas mauvaise et je suis content quand je vois que des psys actuels beaucoup plus connus, comme Caroline Goldman, etc., n'excluent pas cette hypothèse de la carence éducative. Le conseil que je donne aux parents, alors c'est toujours pareil, parce que si on rentre dans un modèle théorique général, on rentre dans tout ce qui est classique en éducation, il faut faire ci, il faut faire ça. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des hypothèses. Et donc mes hypothèses, qu'est-ce que je dis aux parents toujours? C'est pareil, déjà, remettez en question toutes vos croyances en éducation et en psychologie de l'enfant, parce que ce ne sont que des hypothèses. Donc je leur demande qu'est-ce qu'ils ont lu. S'ils n'ont pas lu, quel genre d'émission ils écoutent. Ça a l'air de rien, mais même s'il y a des gens de bon sens et de bons conseils, je leur montre, il y a une théorie derrière. Donc je leur dis, attention, ces gens-là peuvent avoir raison, ces gens-là ont découvert des bonnes choses, parce que tout n'est bien sûr n'est pas acheté, mais au niveau éducatif, c'est très dogmatique. C'est toujours, l'enfant est fragile, l'enfant peut être victime de n'importe quoi et vous pouvez casser son estime de lui, etc., en peu de temps. Parce que dans la théorie psychanalytique ou la théorie de la psychologie classique, le parent est pathogène. Il est toujours soupçonné. Que ce soit pour les psychanalystes, que ce soit oedipien, la castration du père ou le désir interdit du parent du sexe opposé. Mais bref, si vous regardez
toutes les nosographies psychanalytiques, c'est-à-dire tout ce qui explique une pathologie chez un enfant, tout est toujours lié aux parents. Tes parents qui ont fait quelque chose de mal. C'est pour ça que c'est étonnant quand Cyrulnik répète la même chose alors qu'il a défendu ce concept très anglo-saxon de la résilience. C'est-à-dire que même un enfant qui a été maltraité, mal aimé, peut, avec des rencontres de tuteurs de résilience, justement s'accommoder, se reconstruire et vivre mieux. Parce que le déterminisme psychanalytique va à l'encontre de la résilience. Donc, premier conseil aux parents, regardez bien le réel. Est-ce qu'entre ce qu'on vous a appris et ce que vous voyez, ça marche? Est-ce que parce que vous donnez plus de temps à votre enfant, il est plus respectueux? Est-ce que parce que vous essayez de l'aider à se concentrer sur ses devoirs, est-ce que ça marche mieux ou est-ce qu'au contraire, il leur demande plus de présence? J'essaie de montrer, voilà, ce qu'on vous propose et ce que vous faites, ça marche pas. Bon, si ça marche pas, on va peut-être prendre une autre hypothèse. C'est aussi bête que ça. Donc, moi, mon hypothèse, quand j'estime qu'il n'y a pas assez de frustration chez l'enfant, je transforme ça en, bon, est-ce que l'enfant, par exemple, j'appelle ça la théorie des 5 S, est-ce que c'est un enfant survalorisé? Parce que c'est ça qui va aussi déclencher la toute-puissance chez l'enfant, c'est que sans s'en rendre compte, si je ne déséquilibre pas l'enfant dans un sens, ton ego d'accord, mais tu n'es pas tout seul, tu ne fais pas ce que tu veux dans ton principe de plaisir, c'est ça qui va le rendre odieux, transgresseur, etc. Donc je leur demande, est-ce que vous le survalorisez pas? Valoriser, c'est bien. L'estime de soi, c'est un concept de la psychologie classique. Pas de la psychanalyse cette fois-ci, mais la psychologie classique. Comme si il fallait que l'estime de soi soit absolument valorisée pour que l'enfant aille bien. On est d'accord. Négativiser tout le temps ce qu'il fait, c'est pas très bon. Mais la survalorisation, ça veut dire qu'on n'est plus dans l'acceptation de soi. C'est-à-dire tout ce que fait l'enfant est bien. Il n'y a jamais une critique. Il n'y a jamais un aspect négatif. Avant, il y avait trop de négatifs, pas de valorisation. Maintenant, il y a tout le temps de la valorisation, mais on ne parle pas de ce qui fait mal. L'acceptation inconditionnelle de soi, c'est de dire à un enfant, mais écoute, j'ai vu que tu étais très doué, je sais pas, pour telle matière, mais que l'autre matière scolaire te plaît pas trop, ou que tu es très adroit, je sais pas quoi, pour tel projet créatif avec tes mains, mais j'ai vu que tu étais un peu moyen dès qu'on joue aux dames. Bref, où est-ce que tu peux progresser? Comme on peut dire qu'un enfant est très, je sais pas quoi, il est très volubile, très sympathique, créatif, imaginatif dans une, je sais pas, dans une soirée, dans un dîner, dans un repas, mais on a remarqué aussi que tu coupais la parole, que tu fais pas trop attention à la petite cousine, bon, voilà. C'est ça, l'acceptation. Écoute, tu as des talents, mais il y a des choses qu'il faut que tu travailles. La survalorisation, c'est tout ce qu'il fait, c'est génial. Ce qui fait que l'enfant commence à rentrer dans une toute puissance. L'autre n'est pas là parce qu'il existe, l'autre est là pour me flatter, pour me valoriser, pour me construire. Donc ça, c'est un des critères que je cherche, non pas pour dire demain vous allez lui dire que c'est une tare ou je sais pas quoi, un abruti, mais pour dire non, est-ce qu'on peut doser quand même pour lui apprendre que ben, nobody's perfect et puis que la vie c'est ça, c'est se construire, c'est pas dire t'es né génial, tu finiras génial. Après je regarde s'il n'y a pas de la surprotection. En ce moment c'est ça. Surprotection, ça veut dire que dès que l'enfant est dans une difficulté, le parent l'analyse comme étant la responsabilité de l'extérieur. On appelle ça locus of control externe. Tout ce qui arrive à l'enfant, c'est la faute de l'instit qui est pas bon, du fait que le prof lui demande de lire tout Zola, du fait que les copains sont méchants, du fait que... Et puis on peut remonter justement à papa, maman, la bonne et moi, Macron, l'environnement, Poutine, etc. Non, non, bien sûr, l'extérieur influence, mais il y a aussi le locus of control interne. Qu'est-ce que toi, tu provoques quand tu dis que tu n'as pas d'amis? Qu'est-ce que toi tu fais quand tu dis que tu n'excelles pas dans telle matière scolaire? Qu'est-ce que toi tu fais? Enfin, où est ta responsabilité? C'est un équilibre entre les deux. Vous voyez, c'est des choses comme ça que je regarde avec eux, mais concrètement, avec des exemples concrets. Alors, qu'est-ce que vous faites quand il échoue? Qu'est-ce que vous faites quand il n'arrive pas à faire quelque chose? Est-ce que vous n'êtes pas en accusant l'extérieur? Est-ce que vous n'êtes pas en train de lui dire ah, t'es génial à 10 heures, ce qui fait qu'il ne peut pas entendre qu'il est très moyen le soir devant le devoir de maths? Toutes ces petites choses concrètes surprotection, surconsommation, bien sûr. Est-ce qu'il n'est pas dans des dépendances aux écrans? Ça, c'est le grand classique maintenant. Est-ce qu'il n'est pas tout le temps, mais même sans parler des écrans, dans de la consommation, dans du plaisir? Les enfants ne peuvent pas s'ennuyer, par exemple. Quand je dis, mais qu'est-ce qu'ils font le week-end? Ben, ils font toujours quelque chose. Et le parent, c'est devenu un animateur de Club Med, tout le temps en train de répondre à la demande de l'enfant qui est tout le temps quémandeur.
C'est pour ça que je dis que les enfants ne sont pas tous pareils. Je parle des tempéraments gourmands, quémandeurs, qui ne peuvent pas s'arrêter, qui vont dire et qu'est-ce que je fais? Est-ce qu'on peut? On avait dit qu'on ferait ça. Et voilà. Donc, ça, c'est de la surconsommation, de la surstimulation. Et pareil, l'enfant va en déduire que la vie doit être tout le temps riche, remplie, formidable, et ne va pas accepter les moments de rien, et les moments déplaisants surtout. Alors, je ne dis pas qu'il faut inclure du mal, mais est-ce qu'il peut inclure de l'ennui, de la non-réponse à l'enfant? Tout a été fait en contrepoids du traditionnalisme, de l'autoritarisme d'antan qui ne tenait pas du tout en compte ce que voulait l'enfant. Mais entre ça et tout le temps faire choisir à l'enfant qu'est-ce que tu veux faire, alors on regarde bien sûr sur l'alimentation, qu'est-ce qu'il accepte de goûter ou pas, on essaie de voir est-ce qu'il fait du zapping au niveau des activités, dès que ça ne lui plaît plus, est-ce que vous cédez ou est-ce qu'au contraire il y a un contrat? Est-ce que vous lui proposez des activités où il y a un petit peu d'effort, de déplaisant, de contraignant, ou est-ce que vous lui filez des activités style la guitare en 3 leçons sans se fatiguer, ou le jardin sans remuer la terre, etc. Je terminerai par la surcommunication, c'est-à-dire c'est les gens souvent qui parlent. Ils parlent, ils parlent, ils parlent, ils parlent, ils parlent. Ils n'ont pas compris qu'un enfant, avant 16 ans, il n'y a pas de pensée abstraite qui le met dans le doute. Donc c'est du psittacisme, c'est du copier-coller, c'est même s'ils ont l'air très adultes, ils ne comprennent pas tout ce qu'on dit, et surtout s'ils comprennent, c'est dans l'action. C'est pas dire, dis donc, t'as pas pensé au petit copain, là, au goûter, j'ai bien vu que tu mangeais tes bonbons tout seul. C'est la prochaine fois qu'il y a un goûter, c'est lui demander de le partager. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ça qui appelle, bien sûr, l'autorité. Ça ne peut pas être que du verbe. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la famille qui va faire preuve d'autorité, non pas d'autoritarisme, d'adultisme, mais qui va dire, je connais la réalité mieux que toi, hein, je te connais, maintenant j'ai vu les bons points, les failles chez toi, je vais éduquer. Je vais t'aider, je vais faire la médiation entre tout ça. Mais pour toi, alors que l'autoritarisme, l'adultisme, c'était pour l'adulte. Je vais te rendre comme j'ai envie que tu sois, dans mon miroir. Non, 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 non. Je veux que tu sois à fond dans ton potentiel, mais je veux aussi que tu sois un animal social. Voilà, en gros, c'est ce que je propose aux parents, mais avec des exemples concrets. C'est-à-dire, jamais je leur parle de la puissance de l'inconscient, du complexe d'Oedipe, de la signification de chaque comportement. Pourquoi je vous dis ça? Parce que les parents vont me répliquer quand je leur parle concret. En fait, je leur parle travail. Là, ça grippe, parce qu'il va nous faire bosser, ce psy-là. Et alors, la mode actuelle, c'est, mais non, non, mais monsieur Pleu, vous n'avez pas compris, parce que je suis souvent soupçonné de crétinisme. Mon fils est HPI. Ah, bon, d'accord. Un QI de 140 qui ne peut pas apprendre ses verbes irréguliers en anglais en sixième. Bon, donc, je vais faire un petit topo sur la surdouance. Et dans ce cas-là, quand un enfant de 140, on m'amène le WIS, qui est le vieux test de la psychoclassique depuis 40 ans, alors qu'on sait qu'il y a des connotations, des corrélations avec les jeux vidéo. Ils sont très bons avec ces tests-là. Moi, je leur fais passer le LPAD de Feuerstein. Un psychologue israélien, c'est génial. C'est pas le résultat, c'est le processus. Et tous ces enfants-là échouent. Donc, j'ai eu 2 surdoués en 40 ans et non pas 150 dossiers depuis de 145. Donc, il est HPI, il est TDAH, hyperactif. Donc là, c'est neurologique, c'est pas l'éducatif. Donc là aussi, je demande à bien voir s'il n'y a pas, c'est même ce qu'un grand neurologue qui a succédé à Ruffo à Marseille, Da Fonseca, et c'est sympa, s'il appelle ça le syndrome Pleu. J'ai une petite notoriété. Il demande à ses élèves psychiatres de vérifier le syndrome de la carence éducative avant de diagnostiquer le TDAH. Si un enfant passe trop de temps à l'écran, si un enfant a une carence éducative, il y a de grandes chances, si biologiquement il est un peu tonique, qu'il devienne hyperactif. Et avec ça, il me l'a dit récemment, bon, en gros, il y a 40%, 50, voire 60% de diagnostics TDAH qui disparaissent parce que c'était simplement une histoire. Pas d'écran, pas trop de stimulation, etc., sur un biologique un peu fort. Donc voilà, c'est tout ça que je regarde. Puis maintenant, on rentre aussi dans le trouble du spectre autistique. Enfin bref, on psychiatrise, et ça, malheureusement, ça commence à séduire les parents parce que si on répond par médication, ben, c'est aussi sympa que d'entendre un psychanalyste leur dire, écoutez, le problème n'est pas là, je vais prendre votre enfant par le dessin, la symbolique, et puis vous verrez, tout ira mieux. Alors qu'un antiquineur comme moi, ça va être, on va bosser. Comment inciter l'enfant à accepter les difficultés du réel alors qu'il baigne dans un contexte quand même très marchand. Il n'y a pas que la carence éducative qui est responsable, il y a aussi la volonté mercantile. Je ne leur dis pas que ça va être une chose facile. Donc d'abord, malheureusement, ben, je m'adresse aux parents en disant, c'est vous
qu'allait faire ça, parce que si on s'attend à ce que l'enfant de lui-même dise j'ai besoin de plus de frustration pour être mieux dans ma vie de futur homme, c'est un peu rare. Par contre, je prenais l'enfant, maintenant moins parce que je suis en visioconférence, donc je fais plutôt ça avec les parents, mais l'enfant, quand je le prenais, je lui montrais que son système de plaisir immédiat, d'immédiateté ne le rend pas heureux. Ok, quand tu décides, par exemple, de ne pas faire, je prends un exemple de pas faire ton devoir dès le vendredi soir, tu as reçu l'après-midi, pof, il y a un truc à faire pour lundi, qu'est-ce que tu fais? Oh, le vendredi, je suis fatigué, je vais voir les potes. Bon. Quand tu décides d'être dans le plaisir, t'es comment le samedi? Ah bah je pense au devoir. Et le dimanche soir, bah panique à bord, faut que je le fasse. Je lui montre que pour 2, 3 heures de satisfaction immédiate, il s'est pourri le week-end. Si par contre il commence à couper en tranches, on appelle ça la technique salami, une tâche qui est pas très sympathique, dès le vendredi, il reprend ça un peu le samedi matin et il voit que c'est fait le samedi début d'après-midi et ensuite il est tranquille. Je lui montre que l'immédiateté, attention, c'est pas un principe absolu, mais dès que c'est immédiat, dès que je fais ce que j'ai envie, ça donne beaucoup de frustration derrière. Mais par contre, je l'aide parce qu'ils savent pas découper un sujet en tranches, ils veulent tout faire tout d'un coup. C'est pas tout de leur dire tu fais mal. Moi, je leur donne des techniques pour accepter ce qui est difficile, ce qu'on n'a pas envie de faire. Et puis ça passe aussi par qu'est-ce que tu te racontes dans ta tête. J'ai pas envie. Et là, ils voient bien, bah oui, t'as pas envie. Fonctionne comme un bébé. Là, c'est pour ça qu'on les appelle souvent des BFB, comme disait Elise, les Big Fucking Baby. Ils aiment bien quand je les appelle comme ça. J'aurais dû créer un t-shirt BFB. Mais c'est vrai que c'est un apprentissage. Je leur montrais que c'est pas terrible ce qu'ils font. Je leur interdis pas d'avoir des plaisirs et de marcher à l'envie. On est tous comme ça, les humains. On fait des trucs qui te plaisent. Mais il faut aussi que tu abordes les choses qui sont pas sympathiques. Donc, c'est l'école, c'est tenir bon sur un instrument de musique, c'est peut-être obligé à lire des trucs moins sympas que des mangas pour retrouver du goût sur des choses plus difficiles. C'est peut-être reprendre des activités sportives qui ont été lâchées trop vite parce qu'il y avait trop d'exercices. C'est les remettre dans une chose où, oui, c'était dur à un moment donné, mais tu n'as pas vu le résultat derrière. Donc, les faire replonger dans cette espèce de processus d'acceptation des choses frustrantes. Mais il faut que les parents soient avec moi. C'est ce que je racontais avec des parents qui disaient, ah, ben, ça marche pas votre truc. Bah oui, mais il y a que moi qui lui parle comme ça une fois par semaine. 45 minutes par semaine, c'est pas terrible. C'est vrai, quand j'arrête pas de dire amour et frustration, c'est plus simple que ça ne paraît. Je sais pas, on peut très bien dire le matin, faire un câlin à son petit enfant parce que lui montrer cette joie de le revoir après la nuit et d'entamer la journée et de lui parler de la future école dans je sais pas quoi, dans 20 minutes, de le sécuriser. Mais on peut lui demander s'il grinche un peu sur les céréales qui n'ont pas été achetées, ben, de manger quand même ce qui est donné et puis de mettre son bol sur la paillasse ou dans le lave-vaisselle et puis de bien regarder s'il a rangé sa chambre ou je sais pas quoi, dès le matin. Les deux sont compatibles. Souvent, je vois ça quand on se demande aux parents comment ça se passe le petit déjeuner. Ah ben combien on pose beaucoup, on essaie de le sécuriser. Je dis mais il a un peu fait son lit et tout. On va faire son lit, monsieur peu. Maintenant, c'est des couettes, c'est plus comme dans le temps. Oui, ben une couette, ça se redresse, quoi. Mais c'est des choses très bêtes, de bon sens qu'on ne fait pas. Mais moi, je crois beaucoup à ça. Quelqu'un qui ne fait pas son lit le matin ne peut pas faire de grandes choses. C'est ça le principe de la tolérance aux frustrations. Se contraindre à faire des choses que je n'ai pas envie de faire pour être plus fort quand je vais être devant l'adversité. Et c'est ça, dire non à l'enfant. C'est pas dire non à tous. C'est qu'est-ce que je demande comme chose pas drôle dès le matin. Ben oui, non, 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 mais je prépare le petit déjeuner, mais tu ranges toi. Et puis après, demain, est-ce que tu pourras t'occuper du petit déjeuner de ta petite sœur? Et puis, etc. Est-ce qu'on participe aux courses? C'est toutes ces petites choses-là basiques et de bon sens. C'est pas de la grande théorie, hein, ce que je vous propose. Je répète, pour conclure, c'est que même si le discours peut être un peu iconoclaste et parfois, pourquoi pas, séduisant, souvenez-vous de ce que dit Gide. Ne nous laissons pas séduire au risque de perdre de vue tout le reste. Donc, mon propos est une hypothèse de travail.